Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien sûr Radio Fréquence Atlantique et comme chaque semaine, nous faisons des commentaires sur l'actualité nationale, internationale et nous faisons un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la présentation d'une déclaration faite par le CNCP, le Conseil national des comités populaires de Martinique, et que vous pourrez retrouver dans le journal J-Cambout, qui est sur le net, et dans la rubrique billets. Cette déclaration concerne la guerre. Je vais vous en donner lecture et par la suite, je vais faire des commentaires sur la question. Alors, le titre de la déclaration, c'est le suivant. La guerre ne profite qu'aux riches, refusons de leur servir de chair à canon. Une fois de plus, les grands capitalistes veulent se lancer dans un conflit militaire mondial afin de défendre leurs intérêts et au prix d'un énième massacre des peuples. L'urgence est d'enrayer la machine infernale, d'éradiquer le système qui génère ces abominations pour construire un monde sans guerre. Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent, disait Jean-Paul Sartre. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1914-1918, 18,6 millions d'humains ont été tués, 21 millions blessés et mutilés. Lors de la deuxième, 1939-1945, le nombre de victimes a atteint les 85 millions. Aujourd'hui, les avatars d'Hitler qui dirigent la plupart des pays impérialistes disposent d'une telle puissance destructrice que c'est l'existence de l'humanité entière qui serait l'enjeu du conflit s'il se généralisait. Derrière toutes les guerres se cachent des objectifs de domination territoriale et la soif d'accroître la fortune des plus riches. Ce sont évidemment les intérêts du lobby militaro-industriel qui sont les premiers concernés quand l'Union européenne décide de consacrer 800 milliards à son armement, quand la France décide de mobiliser 100 milliards par an pour sa soi-disant défense, quand l'Allemagne décide de consacrer 1000 milliards à la préparation de la guerre et quand les États membres de l'OTAN dépensent en moyenne 2% de leur PIB à cette fin. Trump exige que ce chiffre soit doublé. Viennent ensuite les vautours de l'immobilier qui se partagent les profits de la reconstruction. Savez-vous que des discussions ont déjà cours entre pays impérialistes pour se partager ce marché, par exemple concernant Gaza ou l'Ukraine. Aujourd'hui, où les multinationales et les empires financiers sont directement aux commandes de l'économie mondiale, le prétexte de la préparation à la guerre est largement utilisé pour intensifier l'application de leur politique ultralibérale qui prévalait déjà et qui se caractérise par de drastiques coupes sombres dans les budgets affectés aux services publics et à la protection sociale. Rappelons au passage que la somme dépensée pour acheter un seul avion de combat permettrait de construire 10 hôpitaux ou 20 écoles. L'hypocrisie du système est mise à nu quand ces mêmes gouvernements qui étranglent la population au nom de la lutte contre le déficit demandent à l'Union européenne que les dépenses militaires ne soient pas prises en compte concernant les limites qui étaient imposées concernant ce déficit. Pas question donc d'accepter cette imposture qui détériorerait les conditions de vie des masses populaires et dont notre pays colonisé par la France paierait doublement le prix. Bien entendu, dans la présente conjoncture, nous avons droit à la sempiternelle forfaiture de l'appel au patriotisme.
Donnez-nous votre argent et préparez-vous à donner votre sang pour sauver la patrie. Crie en chœur tous les battants en guerre. Leurs empires médiatiques sont mobilisés pour effrayer la population et obtenir l'approbation de leur aventurisme. Comme c'est chaque fois le cas, on a droit à la censure des opposants, à la diabolisation des anti-guerres et à un flot de désinformation. Eh bien non, pas question pour nous de servir de chair à canon. Nous n'avons pas oublié le sort qu'ils ont réservé aux tirailleurs sénégalais, ni l'ingratitude manifestée à l'encontre des dissidents martiniquais qui sont venus sauver la France du nazisme. Notre peuple, aux côtés de tous les autres peuples du monde, doit se mobiliser pour s'opposer à la folie guerrière dans laquelle les impérialistes occidentaux veulent nous entraîner. Nous voulons vivre dans un monde sans guerre. Ensemble, nous devons déclencher une offensive pour imposer la paix. Cette véritable paix qui naîtra de la lutte contre les discriminations et les inégalités, de la garantie donnée à tous de mieux vivre et qui ne sera possible que par l'éradication du système capitaliste et impérialiste dominant. Voilà donc la déclaration du CNCP concernant l'avancée vers le conflit mondial généralisé. Et cela nous appelle à faire quelques commentaires. D'abord, que face à l'imminence de cette guerre, il y a nécessité de se préparer, de s'organiser. Nous avons expliqué que lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'amiral Robert, qui représentait le régime vichiste, avait imposé une dictature terrible à notre pays et que les conditions de vie étaient absolument tragiques parce que les sous-marins allemands patrouillaient dans les mers environnantes pour saborder tout bâtiment qui viendrait alimenter les colonies françaises. Les gens parlent de temps Robert comme une période absolument difficile où la misère était dure parce qu'effectivement, sous la dictature et le blocus, on ne pouvait se contenter que de ce qui existait déjà. Mais à l'époque, il y avait une économie endogène réelle en matière d'agriculture. L'économie qui était fondée sur l'exportation du sucre de canne, évidemment enrichissait les classes dominantes, mais permettait une certaine stabilité de ce qu'ils appellent la macroéconomie, même si la misère était grande pour la population, mais cette population disposait de moyens de vie, notamment par le fait que tous les foyers populaires cultivaient un petit jardin, élevaient un petit cochon, 2 poules, et savaient construire sa maison avec les matériaux qui étaient autour, avec clous, marteau, coups de main, etc. Donc oui, on a parlé de misère, mais les gens ont survécu. Et ça a été la période de création, de réponse absolument géniale venant du peuple martiniquais pour fabriquer ce dont on avait besoin. Rappelez-vous que les écoles continuaient à fonctionner, les enfants qui avaient leur porte-plumes et n'avaient plus d'encre importée, mais les Martiniquais fabriquaient de l'encre à partir de la sève de certains végétaux martiniquais. Le charbon, le sel, bref, le peuple martiniquais a fait preuve de génie. Et oui, misère il y avait, mais on survivait dans une certaine dignité. Et le plus grave de l'affaire, c'est que cette misère était due, en plus de l'embargo et de la dictature, au fait que l'amiral Robert interdisait de remplacer les cultures de canne
par des cultures vivrières pour améliorer la situation alimentaire du pays, en disant que dès que la guerre sera terminée, il faudra recommencer à exporter du sucre tout de suite et faire de l'argent. Et qui plus est, l'amiral Gobert réquisitionnait les produits agricoles et les produits d'élevage du peuple martiniquais pour nourrir ses soldats. C'est ça la racine de la misère, mais la vie du peuple. La réponse était possible parce qu'il y avait une forme d'économie endogène. Mais aujourd'hui, où le pouvoir colonial français s'est acharné à détruire tout ce qui peut être d'endogène et accélérer la dépendance, on ne cessera de rappeler que 80% des produits nécessaires à la vie, ce sont des produits importés. Que le jardin des carrefours et autres surfaces a remplacé les jardins populaires. On n'a plus le droit d'avoir un élevage domestique. Il faut que les moutons aient un ado à l'oreille. On ne peut plus abattre son cochon. Il faut aller payer une taxe à l'abattoir départemental pour pouvoir survivre. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, donc, cette guerre imminente, quand elle va atteindre un niveau plus élevé, va trouver un peuple martiniquais coupé de tout approvisionnement, ne disposant d'aucun support endogène et prêt à se déchirer, puisque l'on a dit comment les structures sociales se délitent, incapables de pouvoir survivre. Un temps où ce sera le paradis par rapport à ce qui pourrait être la situation en cas d'avancée de la guerre mondiale si nous n'y sommes pas préparés. Donc, c'est la première chose. Mais quand nous parlons de préparation pour résister au conflit mondial, il nous faut tout de suite appuyer sur notre levier qui est préparation pour les catastrophes environnementales et naturelles. Cette semaine, nous avons entendu parler du séisme en Birmanie et en Thaïlande, qui appelle à l'aide internationale. Le gouvernement de ces pays appelle à l'aide internationale, alors que ce sont des pays qui disposent de plus de moyens politiques, j'allais dire technologiques aussi, pour pouvoir résister aux conséquences de séisme, aux morts évidemment que ça va se faire. Alors, dans ces pays, comme la corruption est très importante, les mesures de prévention ne sont pas faites. Ce qui ajoute à notre problématique de nous préparer techniquement, physiquement à résister, la problématique de savoir qui doit prendre des décisions pour gérer le pays, pour pouvoir se préparer et garantir à la population que les revenus du pays servent à la préparation. Donc, il faut se préparer pour la guerre imminente, il faut se préparer aux inévitables catastrophes naturelles qui vont s'aggraver avec le dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles qui sont propres à la nature de notre pays, qui est sur une zone sismique. Quand on a dit ça, on a un choix à faire. Comment disposer des moyens politiques, des pouvoirs législatifs pour orienter l'économie, pour prendre des décisions localement par des gens qui ne sont pas à la recherche de profit, comme l'on a dit dans la déclaration du CNCP. Comment pour rendre tout cela possible?
Et c'est là que se pose la question de la dépendance. Nous l'avons déjà abordé avec la situation, en comparant ce qui prévalait du temps de l'amiral Robert et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au plus du chantage colonial, du fait que nous sommes en dépendance par rapport au pouvoir français, vient s'ajouter un thème dont nous avons parlé dimanche dernier, une offensive absolument brutale des multinationales, des spéculateurs pour détruire tous les services publics, pour empêcher que quelque État que ce soit n'ait la possibilité de prendre des lois concernant leur pays. Ça, c'est l'environnement international. Nous entendons le dictateur états-unien Donald Trump dire « Je vais prendre le Canada, je vais prendre le Groenland, je vais prendre le canal de Panama, je mets des sanctions sur tout le monde. » Trump s'est permis d'écrire une lettre aux dirigeants d'entreprises françaises pour leur faire des menaces. Il n'y a plus de règles qui régissent le droit international. On est dans une situation de dictature avec à la tête des personnes, des multimillionnaires qui directement commandent le monde. C'est ça la situation. Donc, déjà, en tant que pays colonisé, nous n'avions pas les moyens de prendre des dispositions. Mais dans ce cadre-là, où même le pouvoir colonial français, les pays européens, ne peuvent plus décider de quoi que ce soit, mais sont soumis à la dictature des multinationales, la question se pose, comment faire en sorte d'avoir des moyens politiques de prendre des décisions? Parce que la dépendance en elle-même est inacceptable. On sait que les assimilationnistes, les traites, les réactionnaires sont restés pendant des siècles à nous dire que si ce n'est pas la presse, on ne va pas manger. Et il faut lutter contre les indépendantistes. On va les venir. On connaît cette propagande-là. Et on sait qu'ils ont fait développé cette peur de l'indépendance. Mais ce qui est sûr, c'est que toute dépendance est mortifère. Quelqu'un qui est dépendant au crack ne peut rien faire pour mener sa vie. Un pays qui est dépendant de pouvoir colonialiste, impérialiste, ne peut prendre aucune décision. Et un pays où aucune règle ne s'applique parce que les multinationales commandent le monde ne pourra pas prendre aucune disposition. Imaginez que les instances internationales officielles ont organisé des rencontres, des COP, pour lutter contre le dérèglement climatique, ont pris des dispositions, et puis que Trump a déjà dit, on enlève tout ça. Au contraire, ce sont des gens qui vont continuer à prendre du pétrole pour augmenter l'effet de serre, on empêche tout. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, essaie de casser les lois, les dispositions qui avaient été prises au niveau de l'Europe pour contrôler l'action des multinationales en matière de rejet, enfin de dégâts et sur l'écologie et sur les relations sociales. Von der Leyen, Ursula, est en train de mener des batailles, comme elle avait mené des batailles pour l'injection de produits expérimentaux, pour que les entreprises ne soient plus contrôlées et qu'elles puissent s'arranger comme elles veulent. Le projet de loi qu'elle a préparé fait que 80% des entreprises qui étaient concernées ne pourront plus être contrôlées. Donc c'est ça, ce problème-là, c'est qu'on ne pourra pas prendre de dispositions si, au niveau international, ceux qui ont la main interdisent et font la pluie et le beau temps. C'est ça la réalité. Donc, la dépendance
vis-à-vis de ces grands groupes est plus mortifère encore que le coq ou l'ensemble de l'humanité. Aucune dépendance ne peut être acceptable. Débarrassons-nous de cette propagande scélérate menée encore aujourd'hui par certains politiciens qui disent à l'être humain, vous ne devez pas être maître de votre pays. Vous ne devez pas sortir de la tutelle de pouvoir colonial. Il faut lutter contre la dépendance. Ce qui dit, il faut conquérir son indépendance. L'objet de la rubrique d'aujourd'hui n'est pas de parler de comment c'est possible, de dire, voilà, etc. C'est possible, on le dira une autre fois. Mais ce qui est sûr, c'est que refuser l'indépendance, c'est accepter la dépendance, accepter la disparition. Vous vous souvenez de cette propagande, de cet aspect de la propagande? On donne l'allocation familiale. On donne des retraites. Si vous êtes indépendant, vous pouvez passer. Nous avons déjà expliqué que les pensions de retraite et les remboursements liés à la protection sociale en général, la sécurité sociale, ne sont pas des cadeaux de la France, de l'État, de quiconque. Ce sont, premièrement, des résultats de conquête sanglante menée par les peuples pour exiger que les gouvernements prennent une partie des profits réalisés grâce au travail des peuples pour pouvoir garantir la protection sociale et les retraites. On a déjà expliqué ça. Et non seulement des luttes, mais également les systèmes qui sont créés sont fondés sur l'apport fait par les populations elles-mêmes. Quand vous touchez une pension de retraite, c'est parce que vous avez cotisé. Ça veut dire qu'on a retenu sur votre salaire des sommes qui seront disposées à payer le système de retraite. Alors évidemment, dans le temps, il y a un roulement, parce que ce qu'on prend aujourd'hui paie les retraites de ceux qui ont travaillé hier et ce qui va payer les futures retraites, c'est ce qu'on cotise sur nous. C'est un roulement. Mais ce sont nos cotisations. Les criminels, voleurs, pillards qui sont au gouvernement disent, eh bien oui, d'accord, c'est vous qui avez cotisé, c'est une conquête sociale, mais je prends. Et je prends notamment pour alimenter la guerre. Il faut faire un effort parce qu'il faut se préparer à la guerre. Donc, je vais prendre votre argent. Donc, il faut dire que ce qu'on reçoit, c'est le résultat de ce qu'on a investi. C'est un droit, ce n'est pas une faveur, et qu'un État indépendant peut absolument organiser un système de retraite, un système de sécurité sociale. Et si c'est un État qui est dirigé par des forces politiques représentant le peuple, mais des masses d'argent seront consacrées à la protection sociale et non pas à la guerre. C'est ça le problème. Là aussi, on reviendra sur cette affaire. Mais tout cela que j'ai introduit sur les cotisations, c'est pour dire que quand on attend l'argent qui vient de l'extérieur, parce que c'est vrai, nous avons lutté, nous avons cotisé, mais c'est la France qui envoie les mandats et en disant c'est moi qui vous donne. Vous devez me dire merci. Mais généralement, toutes les aides financières qui viennent de pays impérialistes, occidentaux, capitalistes, et qui sont prélevées sur les richesses du peuple, sur l'argent qu'on vole dans les mines africaines, bref, tout cet argent-là qui arrive du jour au lendemain. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, dont nous avons parlé tout à l'heure, peuvent dire je ne donne plus, et puis allez au diable si vous n'êtes pas content. Qu'est-ce que l'État américain fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Donald Trump, qui représente les multinationales aujourd'hui, a fait depuis son arrivée?
je supprime tout l'argent que les États-Unis envoyaient dans les institutions internationales. Je supprime l'agence qui allait faire des œuvres et de solidarité ou caritatives dans les pays du monde. Par exemple, on a distribué une fondation contre le sida, par exemple, des distributions alimentaires dans des zones de guerre. Monsieur Trump dit, j'arrête ça, terminé, c'est fini. Cet argent-là, il ne le faisait pas, il ne le donnait pas sans arrière-pensée. L'USAID, c'était un nid d'espions de la CIA. Partout, ils sont installés à des espions qui font de la propagande, qui financent des oppositions contre les gouvernements qu'ils n'aiment pas, etc. Mais ça donnait la survie à des gens qui ne pouvaient pas vivre sans ça. C'était impérialiste, c'était chantage. Comme nous, on dit, mais si la presse ne nous donne pas, si l'Europe ne donne pas des subventions aux agriculteurs, on va mourir. Ils ont un avantage, ils donnent ça pour récupérer 4 fois plus. Jean-Pierre Aucotre, un ancien ministre français, disait que chaque fois que nous investissons, à l'époque c'était un franc en Outre-mer, nous en gagnons 5. Et c'est ça. Eh bien, n'empêche que, je me dis, je ne vous donne pas ça. Alors, on a calculé que 80 millions de personnes seront impactées par cette décision de Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de quoi vivre, manger, soins, etc. Et pour faire bonne mesure, Trump a dit, je ne donne plus d'argent à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je ne donne plus d'argent. Donc voilà, je garde mon argent pour moi. Ce qui veut dire que tous les projets de vaccination, tout ça, c'est à l'eau. Ça veut dire qu'on décime des populations parce que le représentant des multinationales a dit, c'est fini. Mourrez si vous voulez, je ne donne plus. L'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme pour dire nous serons obligés de baisser les aides que nous donnons de 40%. C'est ça la dépendance. Et nous aurons en Martiniquais, des conséquences de ce grand chaos qui est en train de se situer. Mais faisons un petit peu de politique. Trump est arrivé aux États-Unis, c'est ça, mais le fascisme s'installe partout en Europe. Le Rassemblement national est au porte du pouvoir. Et contrairement à ce qu'on croit, les macaqueries de Macron servent à favoriser l'arrivée des fascistes du Rassemblement national au pouvoir. Alors, les démons sont toujours des démons. Un Trump ou une Trumpine et française peut dire, bon, la France d'abord, je ne donne plus d'argent. Qu'est-ce que nous faisons? C'est la tendance générale au niveau universel. Est-ce qu'ici encore aujourd'hui, un homme politique, une femme politique responsable, sincère, qui aime son peuple, peut continuer à dire, allons demander des subventions à l'Europe pour l'agriculture. Ah, il ne faut pas fâcher Papa France parce qu'il ne va pas nous donner. Ah, il faut lui demander à Basse d'aligner les prix. Ah, il est gentil, il a bien parlé pour nous. Mais c'est de l'irresponsabilité et c'est une faute morale de continuer à dire, à tenir ce langage. Quand nous devons dire, Martiniquais, vous avez ça arrivé, vous avez fouillé. Et puis on nous organiser pour préparer nous contre la guerre, contre cyclone, contre les tremblements de terre, etc., etc. Et c'est nous seuls qui devons gérer ça. Nous seuls. Ça concerne des pays, nous, mais en solidarité, et puis toutes les autres monde qui ont mené mon combat, tout partout sur la terre. C'est ce langage-là que nous devons développer. Et quand nous avons dit ça, ça veut dire que chacun de nous dit pas tant. Qu'est-ce que nous doit faire? Parce qu'aucune armée ne peut gagner de guerre, aucun peuple ne peut se défendre contre des agresseurs, contre des impérialistes, si sa majorité n'est pas soudée, n'est pas unie pour dire
à nous respecter comme nous, à nous défendre comme nous. Et à ce propos, je vous invite à lire la dernière parution du journal J-Cambout que vous retrouvez en ligne, le numéro 227, qui aborde cette question des relations humaines comme étant une question clé à résoudre pour que notre peuple puisse se défendre. Je vous invite, je vous envoie ce journal-là, à cet article-là. Donc, quand nous avons compris ça, nous devons prendre une décision individuelle. Bon, pourquoi on ne fait pas ça? Côté mon café, qui me dit mon café. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans une armée, on n'a pas besoin que des fantassins. On ne doit pas rejeter ceux qui ont peur. On ne doit pas rejeter ceux qui préfèrent faire autre chose. Mais il faut se réunir, s'organiser pour dire, bon, toi, ben, tu feras ceci. Toi, fais cela. Et pour avoir une cohésion. J'ai cité tout à l'heure le dernier numéro de J-Cambout. Vous y trouverez un article qui explique pourquoi et comment le Viet Minh, le peuple vietnamien a écrasé l'armée française à Dien Bien Phu, est arrivé à chasser le colonialisme français et la première puissance militaire mondiale, les États-Unis de son pays. C'est intéressant. Mais nous avons besoin de cette cohésion. Alors, on sait que dans tout pays, il y a des classes différentes qui ont des intérêts différents. Il y a des gens qui on pourra dire ce qu'on voudra, ils vont collaborer avec l'ennemi parce qu'ils ont un bénéfice. Pendant l'occupation nazie, il y avait des collaborateurs, il y avait les vichistes qui disaient qu'il faut travailler avec l'occupant, il y avait les résistants. Donc, dans tout pays, il y a collaborateurs et résistants. Il y a des intérêts de classe divergents, quel que soit le pays du monde. Et puis, dans tous les pays aussi, il y a les êtres humains avec leur niveau de connaissance, de compréhension. Est-ce qu'ils sont aliénés? Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce que leurs problèmes mentaux leur empêchent de voir clair, de comprendre, etc. Il y a tout ça. Ce qui fait qu'il ne faut pas espérer que tous les Martiniquais vont se... Voilà. Mais nous pouvons chercher à faire en sorte que de plus en plus, la population choisisse son camp. Et que nous choisissions le nôtre, nous préparer à résister, nous préparer à diriger. Ça ne s'improvise pas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des individus, aujourd'hui encore, qui sabotent le travail de conscientisation et d'organisation du peuple pour essayer de faire un coup de main, un coup de conseiller. Oui, mettez-moi là. Les autres n'arrivent à rien, mettez-moi là. Ouais. Les politiques, toutes les politiques trahies. Mettez-moi, le nouveau politique, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a des individus qui continuent à développer des illusions par intérêt personnel. Mais ceux qui croient en la nécessité de la cohésion de l'organisation, ben, il faut qu'ils fassent leur part. Hein. Les opportunistes, ils ont dépensé l'argent, ils ont marché pour faire projet arriver. C'est un mauvais projet pour nous, mais c'est un bon projet pour nous. Mais nous, que faisons-nous pour nous préparer? Chaque fois que je développe ce thème-là, je dis qu'il y a différentes propositions, différents espaces où on peut travailler. Certains choisissent l'action caritative parce que c'est leur religion qui leur indique, tant mieux. D'autres choisissent de lutter sur le point écologiste. C'est important, ça prépare, tant mieux. Mais nous proposons une voie nécessaire et de notre point de vue indispensable à ceux qui disent « Je veux être un soldat de la cause martiniquaise. Quel est mon poste? Où serais-je le plus efficace ?» Nous proposons à tous ceux et toutes celles qui partagent cette vision-là de rejoindre urgemment les comités
populaire qui constitue le CNCP. C'est-à-dire que vous connaissez nos militants, vous avez nos contacts, vous avez l'adresse de Chikambout, de Radio Apal Chikambout, contact. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce qu'on se voit? Le reste, nous ne dirons pas à l'antenne, mais nous saurons faire en sorte que chacun porte sa contribution à la meilleure place possible. Alors, voilà ce que je voulais développer aujourd'hui à partir de la déclaration du CNCP. Encore une fois, je vous invite à aller consulter le journal en ligne JIC en bout et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Alors, comme d'habitude, je vous offre cette chanson qui est une chanson haïtienne qui est pleine de sens, dont je vous invite à bien écouter les paroles et à vous en inspirer, camarades, soukré comme nous, en nous sembler pour nous changer la vie nous. Voilà.